Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35. Notre invité ce matin, Roland Lescure, député Ensemble pour la République des Français de l'étranger, ancien ministre de l'Industrie et vice-président de l'Assemblée nationale. Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Avant de parler du budget, c'est le sujet du moment, je voudrais vous parler de l'Assemblée nationale. Est-ce que le RN doit obtenir une vice-présidence de l'Assemblée nationale, notamment la vice-présidence poste vacant après qu'Annie Genevard soit devenue ministre? Écoutez, les députés se prononceront. Moi, ce que j'ai dit et ce que je vous redis aujourd'hui, c'est que je ne voterai ni pour un candidat du Rassemblement national, ni pour un candidat de la France insoumise. Je considère que ils sont effectivement en dehors de ce qu'on appelle l'arc républicain, et au fond, tout ça, c'est de la sémantique, mais surtout que... Oui. Ils sont là, ils sont légitimes. Je ne remets en aucun cas la légitimité des députés qui sont élus par des millions de Français. Mais je n'ai pas à voter pour des gens avec lesquels je suis en profond désaccord. Moi, je vote pour des gens dont je considère que sur un certain nombre de valeurs, je peux me retrouver, même si on n'est pas d'accord sur tout. J'ai eu un échange assez musclé hier avec Bruno Retailleau sur l'immigration. Ça n'empêche que pour moi, c'est un républicain et ministre de la République. Et... voilà, il a été président de groupe au Sénat, et très bien. Il y a des gens pour lesquels je ne vote pas parce que je suis en profond désaccord sur le plan des valeurs avec eux, et les députés doivent se... Mais ça vous choquerait que le RN ait une vice-présidence à l'Assemblée nationale? Non, c'est pas... Je veux dire, Sébastien Chenu a été vice-président. Oui, il a été vice-président, c'est pour ça que je vous pose la question. Je n'avais pas voté pour lui il y a 2 ans, et je ne voterai pas pour lui s'il se représente aujourd'hui ou demain. Bien. Parlons de votre groupe, Ensemble pour la République. Nouveau départ du groupe, celui de Stella Dupont, qui rejoint Sacha Houlié. 4e départ en 1 mois. Désaccord avec la ligne droitière du gouvernement et avec la ligne du groupe sur la justice fiscale. Qu'en pensez-vous? D'abord, je le regrette. Moi, je suis convaincu, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai écrit à Stella hier soir pour lui dire que je regrettais son départ, qu'on est toujours plus influent de l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle va être non inscrite, elle va avoir très peu de temps de parole, elle ne viendra plus aux réunions de groupe. Elle était ce qu'on appelle apparentée, c'est-à-dire qu'elle était de toute façon à la marge. Oui. Elle a toujours été un peu, Stella, elle a toujours été plus à gauche que tout le monde. Moi, je considère qu'on a un groupe divers, un groupe disparate. Vous parlez de la justice sociale et fiscale, par exemple. Moi, je préfère porter mes convictions au sein du groupe, pour, je l'espère, emporter la majorité, au fond, emporter une position de groupe, plutôt que de prêcher seul et souvent un peu dans le désert. Donc, oui, moi... mais elle parle d'ambiguïté entretenue par Michel Barnier avec le RN. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce qu'à vos yeux, il y a une ambiguïté entretenue par Michel Barnier avec le Rassemblement national? Moi, j'ai... Tout de suite après la nomination de Michel Barnier, et ça n'a rien de personnel, je considère que Michel Barnier est un homme d'État, c'est un grand négociateur, c'est un pro-européen, donc il n'y a rien de personnel. Mais dès le début, j'ai considéré que l'équation politique n'était pas la bonne. Et qu'effectivement, Michel Barnier et son gouvernement devraient, pour, je dirais, survivre, s'assurer que la gauche et l'extrême droite ne votent pas ensemble une motion de censure. Donc il y a une certaine forme de dépendance vis-à-vis de ces 2 groupes qui ne sont pas les nôtres, qui, moi, me gênait. Mais est-ce qu'il y a une ambiguïté? La dépendance, c'est une chose. Il y a une dépendance au RN, évidemment. Mais est-ce qu'il y a, de la part de Michel Barnier, une ambiguïté? Alors, de la part de Michel Barnier, j'allais dire, je ne pense pas, virgule. Même si j'ai bien noté que lors de la discussion de politique générale, les pics qui ont été très largement commentés s'adressaient plutôt à d'autres qu'à Marine Le Pen elle-même. Aucune pique à l'égard de Marine Le Pen et du RN. C'est vous mais je l'ai noté. Et que dans sa réponse à la déclaration de politique générale, on peut dire que Marine Le Pen, même si elle s'inscrit dans l'opposition, était dans une certaine forme la connaissant de bienveillance. Mais en fait, moi, je jugerais sur les actes. On parlait de Bruno Retailleau tout à l'heure. Il s'est beaucoup exprimé depuis 2 semaines. Moi, c'est sur les actes que je jugerais, et notamment sur ce qui m'est cher, moi, l'immigration économique. Vous l'avez dit, j'étais ministre de l'Industrie. Oui. Dans les 10 ans qui viennent, on va avoir besoin d'1 million de jobs dans l'industrie. Il y aura une partie de ces jobs qui viendront de l'extérieur. 100 000, 200 000. Il va falloir les chercher, il va falloir les former. Est-ce qu'on ferme les portes à toutes les immigrations, ou est-ce qu'on reconnaît qu'il y a aujourd'hui une face sombre de l'immigration, qui est l'immigration illégale, sur laquelle il faut être extrêmement ferme, notamment sur les passeurs?
Au fond, les premières victimes de l'immigration illégale sont sans doute les immigrés eux-mêmes. Mais une face lumineuse, qui sont qu'aujourd'hui, on a plus de 7 millions d'immigrés qui travaillent en France, qui payent leurs impôts, qui payent leurs cotisations sociales, qui s'occupent de nos aînés. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut arrêter de tout simplifier. Est-ce que Bruno Retailleau a eu tort de dire que l'immigration n'était pas une chance pour la France? Moi, j'ai été élu par 250 000 Français qui vivent en Amérique du Nord. Au total, ils sont 800 000. Ils ont tous été extrêmement chauds. Ils sont tous immigrés. Tous. Bien sûr. Et ils considèrent tous que ça a été une chance pour eux de partir et qui contribuent à faire rayonner la France à l'étranger et à faire fonctionner les États-Unis ou le Canada où ils vivent. Et évidemment, pour les plus de 7 millions d'immigrés qui vivent en France, comme vous et moi, qui font vivre nos EHPAD, qui s'occupent de nos aînés, qui nettoient nos bureaux, y compris celui de Monsieur Retailleau, c'est des gens dont on a besoin et on est content qu'ils soient là. Alors, donc l'immigration est une chance pour la France? Je me souviens de ce que le candidat Emmanuel Macron avait dit en 2016. Et je pense que l'expression de Bruno Retailleau, d'ailleurs, lui répond. Il avait dit, l'immigration peut être une chance. Et en fait, il faut qu'elle le soit. Donc, on n'est pas aveugle. On est évidemment conscient qu'il y a des défis énormes autour de l'immigration illégale, qu'on doit traiter en européen. Et Gérald Darmanin avait commencé à le faire, évidemment. Elisabeth Borne, dans la loi immigration, plus ferme que dans le passé. Les fameuses OQTF, qui ne sont pas des sujets très simples à régler, mais pour lesquels il faut renforcer les liens avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et d'autres, pour qu'on puisse renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas vocation à être chez nous. Mais attention, l'immigration, c'est un sujet trop sérieux pour être laissé aux populistes et aux simplistes. L'immigration, c'est un sujet compliqué qu'il faut traiter avec... Donc, propos simplistes de Bruno Retailleau. Mais bien sûr, l'immigration n'est pas une chance, l'état de droit n'est pas intangible, tout ça. Mais ce sont des propos simplistes. Non, mais c'est un... Ce sont les propos du Rassemblement national. Ce sont surtout les propos de quelqu'un qui a été parlementaire pendant 15 ans et qui n'a jamais été ministre. Maintenant, il est ministre. Moi, j'ai été ministre pendant 2 ans et demi. Il faut qu'il change de discours. Non, c'est pas ça. C'est que quand vous êtes ministre, c'est pas les mots qui comptent. C'est les actions et les résultats. Donc, il a beaucoup parlé pendant 15 jours. On va maintenant voir ce qu'il va faire et les résultats qu'il a, à la fois sur l'immigration clandestine, plus facile à dire qu'à faire, et sur l'immigration économique. On en a besoin. On a besoin. Mais Roland Lescure, quand Michel Barnier appelle Marine Le Pen parce que son ministre de l'économie a dit quelque chose qui ne plaît pas à la patronne du RN, est-ce qu'il entretient une ambiguïté? Je vous pose franchement la question. Je suis pas sûr qu'il avait besoin d'appeler Marine Le Pen. Il aurait pu appeler son ministre. Oui. Il l'a sans doute fait pour lui dire ce que tu as dit, ça va pas, etc. Tu corriges. Mais hier, par exemple... Et c'est sans doute une erreur de bonne foi, mais il y a 2 questions sur la Nouvelle-Calédonie. Une question au gouvernement. Oui, j'ai vu une ça. Question de mon collègue Nicolas Merzdorf, qui est impliqué sur ce sujet depuis longtemps. Qui fait élu de Nouvelle-Calédonie. Du socle majoritaire. Puis une question de M. Tjibaou, qui fait partie de l'opposition. Il laisse répondre son ministre des Dom-Tom à notre collègue. Il répond lui-même à M. Tjibaou. Bon... C'est un peu une erreur, faut le reconnaître. Je veux dire, ne pas traiter de la même manière un député qui est censé vous soutenir, un député qui s'oppose et qui va sans doute voter la motion de censure, c'est particulier. Il aurait pu appeler mon président de groupe, Monsieur Attal, pour lui dire, bon, écoute, là-dessus, j'ai commis une erreur, ça se reproduira pas, je vais revoir Monsieur Medvedev. Il l'a pas fait. Donc, je sais pas si c'est de l'ambiguïté, mais en tout cas, je pense qu'appeler Madame Le Pen pour s'excuser pour les propos de son ministre, c'était aller assez loin, et je suis pas sûr que c'était indispensable, effectivement. Donc ça nourrit une forme d'ambiguïté. Mais là encore... Lescure, je vais passer à autre chose. Maintenant, les actes vont compter. Mais effectivement, en début de mandat, les symboles comptent, puis ensuite, il y a un moment, les actes. Est-ce qu'on va être... à propos de Gabriel Attal, il a été assez dur, finalement. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaires pour faire face au déficit que j'ai trouvé en arrivant. Ça, c'était clair, hein? Oui, clair, puis vous avez creusé le déficit, et maintenant, c'est à moi de réparer, quoi. Là encore, d'abord, Gabriel Attal, il était Premier ministre depuis le 1er janvier, donc je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais le budget, il l'avait voté, mais il n'en était pas le seul responsable. 2, surtout, il y a aujourd'hui une centaine de députés qui sont avec Gabriel Attal et qui sont prêts à soutenir ce gouvernement. Je suis pas sûr que la meilleure manière d'assurer le soutien de ces députés soit de mettre une petite gifle au président du groupe en passant. Là encore, les actes vont compter. On va parler du budget, j'imagine. Moi, il y a des choses que je suis prêt à soutenir et des choses que je ne suis pas prêt à soutenir. Et évidemment, de ce point de vue-là, j'espère qu'il nous écoutera sur ce qu'on n'est pas prêt à soutenir.
et qu'évidemment on soutiendra sur ce qu'on est Vous prêt à soutenir. pourriez censurer le gouvernement Barnier? On n'en est pas là. Aujourd'hui... On n'en est pas là aujourd'hui. Non mais évidemment, je veux dire, bon, d'abord pas de censure a priori, ça serait ridicule. Je vois bien ceux qui partent sabre au clair en disant, quel que soit, on peut pas dire que dans la déclaration par exemple, politique Sacha générale... Houlier a dit qu'il ne voterait pas et qu'il voterait la censure. Oui, quand on écoute la déclaration de politique générale de Michel Barnier, je ne vois pas en quoi on peut raisonnablement dire qu'on va la censurer quoi qu'il arrive. Ensuite, il va y avoir un budget, il va y avoir des articles qui vont être votés ou pas votés. Il va y avoir un budget dans l'ensemble qui va être voté ou pas voté. Et puis ensuite, peut-être des motions de censure. Mais on n'en est pas là. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle le socle majoritaire. On est prêt à soutenir ce gouvernement, mais pas à n'importe quel prix. Je l'ai dit avant même qu'il nomme son gouvernement, je le redis aujourd'hui, on jugera sur pièce. La confiance n'est pas automatique. Alors, sur pièce, le projet de budget a été transmis au Haut Conseil des finances publiques. 60 milliards, il faut trouver 60 milliards. Alors 60 milliards, réduction de la dépense publique de 40 milliards, dont 20 milliards pour les ministères, et puis 20 milliards de hausse d'impôts. Les hausses d'impôts vont concerner les plus riches. Des précisions ont été données ce matin, 500 000 euros. Au-dessus de 500 000 euros de revenus, eh bien, ces plus riches paieront une contribution supplémentaire. Ça ne vous choque pas ? 75 000 ménages concernés. Non, ça me choque pas. Après, bon, il faut éviter de montrer des doigts les uns et les autres. Tout le monde contribue à la richesse nationale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, du fait des nombreuses niches fiscales, de la complexité de l'impôt français, il y a un certain nombre de contribuables qui payent très peu d'impôts. 2-3% de leurs revenus, qui par ailleurs est très élevé. Donc qu'on puisse augmenter les impôts pour que tout le monde paye un impôt minimal. Je pense que David Amiel l'avait dit sur votre antenne il y a quelques jours. Moi, ça me choque pas, et ça, je suis prêt à le voter. Je suis plus gêné. C'est très simple, ma grille de lecture, ça va être très simple. Est-ce que ça contribue à l'emploi et à la croissance de manière à produire les recettes de demain qui nous permettront, in fine, de financer notre modèle social ou pas? Donc, je pense pas que taxer un peu plus les gens très riches qui aujourd'hui payent peu d'impôts nous empêchera de créer de l'emploi. En revanche, quand vous parlez de l'impôt sur les sociétés, là, je suis très vigilant. Sur les très grandes sociétés, mais les très grandes sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les très grandes sociétés? L'impôt sur les sociétés est à 25% aujourd'hui. Le gouvernement pourrait envisager de le passer. Je sais que vous avez contribué à cette baisse. Le gouvernement pourrait contribuer à le faire passer, enfin, pourrait avoir l'idée de le faire passer à 33 et plus de 33. 33,8. Dit-on, ou 33,5. Donc on a aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise? C'est pas juste un grand méchant loup qui se balade en France pour essayer de payer moins d'impôts. C'est des millions d'emplois. L'industrie chimique, c'est 250 000 emplois. Elle est aujourd'hui confrontée à une concurrence internationale très forte. Les États-Unis qui subventionnent leur industrie, la Chine qui fait du dumping, et nous on est là à les retaxer, à les surtaxer. Vous dites non? Moi, je dis non. Je pense que sur l'impôt sur les sociétés, il faut être extrêmement prudent. La concurrence internationale, l'attractivité, qui sont des mots. Non à toute taxation exceptionnelle sur les grandes entreprises. Moi, je suis prêt à voter contre une hausse temporaire. Elle l'est jamais totalement. Limitée, on verra les niveaux. Mais si on parle de 33%, voire même au-delà, c'est-à-dire qu'on revient 7 ans en arrière. On gomme d'un revers de main tout ce qu'on a fait, qui fait que la France est le pays le plus attractif d'Europe. 2, on recrée de l'emploi dans l'industrie. Et 3, on ouvre des usines. On ouvre des usines dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui, mais elle doit être limitée. C'est ce qu'il a dit à Berlin. Je l'ai entendu hier. Moi, là aussi, je vais juger sur pièce. Moi, je souhaite vraiment... Écoutez... Donc, s'il y a taxation exceptionnelle des grandes entreprises, vous votez non? Je voterai... je vais regarder l'article, mais très probablement contre une hausse de l'impôt sur les sociétés. On a besoin de compétitivité. Derrière, c'est des millions d'emplois. Et l'indexation des pensions de retraite décalée de 6 mois? Ça, moi, je suis prêt à regarder. Je pense que j'ai entendu Gilles Berset qui le disait tout à l'heure sur votre antenne. On parle de 4 milliards, on veut 40 milliards d'économies, que les retraités contribuent à hauteur à peu près de 10% des économies, c'est pas choquant. On parle de très petites sommes pour les retraités. Je rappelle quand même que grâce à la réforme des retraites que Celtin veut abroger, les petites retraites ont augmenté en moyenne de 50 € il y a quelques jours, et que du fait de cette mesure envisagée par le gouvernement, on aura pendant 6 mois
un peu moins de pouvoir d'achat pour les retraités. Donc que tout le monde contribue à l'effort national, ça ne me choque pas. Là encore, c'est pas ça qui va obérer la croissance, obérer l'emploi. Est-ce qu'en l'état, vous jugez le projet de budget inacceptable? Non, je le juge pas inacceptable, je le juge perfectible, je le juge améliorable. Et d'ailleurs, on fera des propositions en ce sens. Je vous dis cela, Roland Lescure, parce que Gérald Darmanin vient de dire, je le cite, « Le projet de budget en état est inacceptable et je ne le voterai pas ». Gérald Darmanin. Moi, je le trouve perfectible. Perfectible. Ça vous surprend, cette réaction de Darmanin? Ça me surprend pas, parce que je pense que Gérald est extrêmement remonté, ça n'a échappé à personne depuis 15 jours, 3 semaines. Oui. Et je pense qu'il va pousser, je dirais, ses expressions assez loin. La liberté, c'est peut-être parce qu'il porte plus de cravate, là d'un seul coup, il est libéré et il se lâche. Moi, j'ai un vrai sujet autour de ce qu'on appelle la partie... Vous savez, un budget, c'est 2 colonnes. Il y a les recettes et les dépenses. Oui. Moi, je pense que du côté des recettes, on va trop loin, et notamment, je pense, sur l'impôt sur les sociétés. Donc la question de savoir si on vote cette partie-là va se poser. Du côté des dépenses, à ce stade, il n'y a rien qui me choque. Mais sur les recettes, il est aussi imaginé qu'on pourrait taxer la production d'électricité. Vous avez vu ça? Les entreprises qui produisent l'électricité. Oui, alors ça, j'ai compris qu'on était en train de revenir dessus. Moi, j'étais ministre de l'énergie jusqu'à il y a 3 semaines. C'est pour ça que Et je m'étais, discrètement évidemment, mais assez fermement opposé à ça. Il y a d'autres manières. Vous vous opposez toujours à ça? Oui, je pense que taxer la production d'électricité, à un moment on a besoin de produire plus, c'est pas la bonne idée. Moi, j'ai entendu parler d'un dividende exceptionnel versé par EDF, pourquoi pas, ça c'est une bonne idée. Secteur aérien, oui, taxer le secteur aérien, surtout les billets business ou autres. Non mais le problème, c'est la multiplication. Oui. C'est-à-dire que on est l'État qui taxe le plus en Europe et au monde, ou à peu près, on est dans le top 3 selon les années, malgré les baisses d'impôts qu'on a mises en œuvre. Le problème, c'est ça, c'est que trop d'impôts tue l'impôt. Vous savez, c'est une phrase qu'on a tendance à répéter, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand nous, on a baissé l'impôt sur les sociétés, on s'est retrouvé avec plus de recettes. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles viennent produire en France. Donc attention à ne pas tuer l'impôt avec trop d'impôts. Mais quand même, que quelqu'un comme Gérald Darmanin dise « ce projet de budget est inacceptable, je ne le voterai pas en état », ça va faire du bruit, ça va diviser totalement votre groupe. Non, ça veut dire, c'est une autre manière, peut-être un peu plus crue, de dire qu'il est perfectible, puisqu'il a dit, en l'état, je ne le voterai pas. Oui, d'accord. Moi, je vous dis, il est perfectible. Voilà. Est-ce que Gabriel Attal pourrait dire la même chose? Ça, faudra lui demander. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il serait au moins d'accord avec moi à dire qu'il est perfectible, puisqu'on a échangé là-dessus. Donc, en l'état, vous le voterez ou vous ne le voterez pas, vous? Moi, je pense qu'il faut l'améliorer. Donc, en l'état, vous ne le votez pas? Je pense qu'il faut l'améliorer. Non, mais attendez. Non, moi je. Non, mais en l'état, vous le votez ou vous ne Non, mais moi je donne pas le résultat du match. L'améliorer. Non, mais je donne pas le résultat du match avant qu'il ait lieu. Je veux dire, mais on n'a peut-être pas tout à fait le même style. Mais quand Lille a gagné contre le Real de Madrid hier, personne ne s'y attendait au début de match. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, j'espère que Lille va gagner contre le Real de Madrid. Et que le budget sera amélioré. Vous êtes Lille. Bon, moi, je suis plutôt Paris Saint-Germain. Je dois avouer que j'ai eu une mauvaise semaine. Mais bon, je préfère effectivement que le match soit joué avant d'en juger de la fin. Donc, en l'état, vous ne savez pas, quoi. Je vais m'assurer qu'il soit perfectionné, amélioré. Et s'il ne l'est pas, vous ne le votez pas. Non, mais pas avec des cils à Paris en bouteille. Allez, d'accord, avec des cils. Bon. Tiens, j'ai une question, puisque vous êtes très intéressé par l'énergie et l'industrie. Le Mercosur, dont on ne parle pas, mais ça va revenir sur la table. Pourquoi? Parce que l'Allemagne vient d'appeler à une conclusion rapide des négociations. Est-ce que l'Allemagne a raison? En tout cas, je pense que, d'ailleurs comme sur l'immigration, le commerce extérieur, c'est un sujet trop complexe pour le laisser aux démarches simplistes. Le CETA, par exemple, qui est un accord que je connais bien, qui est un excellent accord pour la France et pour l'Europe, il a été refusé par les Républicains au Sénat. Maintenant qu'ils sont au gouvernement en responsabilité, j'espère qu'ils vont reconnaître que cet accord est un bon accord. Le Mercosur, en l'état, il n'était pas un bon accord. Et pas pour des raisons d'industrie ou d'énergie. De ce point de vue-là, c'est plutôt correct. Pour des raisons d'agriculture. Il y a un sujet autour de l'élevage. Donc, il faut l'améliorer, là encore, de ce point de vue-là. Je pense que la France poussera en ce sens. Mais c'est un peu comme le budget. En l'état, il n'est pas acceptable. On peut l'améliorer. Et moi, on peut signer. Moi, j'espère qu'on arrivera à signer des traités de libre-échange. Pourquoi? Parce que... Donc, vous espérez qu'on arrive à signer
un traité avec le Mercosur. Mais qui, dans l'État, je le répète, n'est pas Oui. acceptable parce qu'il met en danger notre filière de l'élevage. Mais évidemment, je préférerais qu'on signe et qu'on s'inscrive dans le commerce international plutôt qu'on se replie. Mais le CETA, c'est un tellement bon exemple. On nous a fait craindre tout, le pire, la fin du monde. On a aujourd'hui du vin, des avions, du fromage, des PME qui exportent au Canada comme jamais auparavant. Toutes celles et ceux qui nous ont fait du populisme crasse sur le CETA se sont mis le doigt dans l'œil. Donc aujourd'hui, moi, je crois à une France qui conquiert. Je crois à une France qui est capable de s'exporter vers le monde plutôt que de se replier. Et c'est ça la grande différence, en fait, entre moi et Madame Le Pen. C'est que moi, je pense qu'on peut, en investissant, en faisant en sorte que notre industrie soit forte, être dans une France qui conquiert, qui ne se replie pas. Et ça, effectivement, c'est pas facile. J'ai une Mais là dernière encore, question. je préfère Lille, qui gagne contre le Real de Madrid, Roland plutôt qu'une Lescure. équipe qui n'irait pas jouer les matchs. J'ai une dernière question. Puisque vous êtes le représentant des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, parlons d'Amérique du Nord. Le discours de Bruno Retailleau, lorsqu'il parle de l'état de droit, est comparé au discours de Donald Trump. Est-ce que, quelque part, Bruno Retailleau a employé des propos que Donald Trump aurait pu dire ? Je pense que Donald Trump va largement plus loin dans l'outrance. En revanche, ce dont je suis sûr, je lui ai dit hier, d'ailleurs, Bruno Retailleau, il s'exprime très bien, extrêmement clairement. Donc quand il prononce des mots, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Et quand il dit l'état de droit n'est pas intangible, moi ça me choque. Il a beau dire après qu'il voulait dire l'état du droit, j'ai un peu de doute. Donc je serai là aussi extrêmement vigilant. Vous savez, les valeurs, c'est non négociable. Parce que derrière ces valeurs se cache au fond notre liberté à tous et à toutes et notre capacité à vivre ensemble. Et ça, moi j'y suis extrêmement sensible. Donc c'est vrai que je serai très concentré sur les sujets économiques parce que c'est ceux que je connais. Je serai aussi très concentré sur le sujet des valeurs parce que c'est ceux qui me touchent, c'est ceux pour lesquels je me suis engagé en politique. Dans un mois, élection américaine, ça va donner quoi selon vous ? D'après vous, Aujourd'hui, c'est difficile, j'aime pas faire de... non mais aujourd'hui c'est pile ou face. C'est pile ou face. Vous savez que ça va se jouer dans 4-5 États, Oui. ça va se jouer à 50 000 voix, c'est l'équivalent de la ville de Malakoff qui va décider de l'élection américaine. Aujourd'hui, Donc de la Kamala marge du Harris, monde. exactement, exactement, et ça c'est lié en partie à leur système électoral et en partie Oui. malheureusement une Amérique qui est divisée en deux. Il faut pas que la France aille dans ce sens-là. Il faut qu'on arrive à rassembler parce que dès que vous coupez en deux et que vous élargissez comme ça les bords, on se retrouve dans des pays extrêmement fragmentés, extrêmement divisés qui vont pas bien. Merci Roland Merci à vous. Lescure d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58. Patrick Roger après les informations de 9h.